Chers amis résistants, bonjour. Aujourd'hui, jeudi 6 février, pas 1934, rassurez-vous, je dis ça pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, 2020. C'est aussi une journée d'action, il y a des gens dans la rue, mais c'est pas tout à fait la même coloration. Et nous vivons une autre époque qui a d'autres problèmes. Permettez-moi aujourd'hui, amis résistants, de rendre hommage à quatre femmes, non pas pour céder à la mode, parce que la mode c'est ce qui se démode. Et mon féminisme n'a rien d'agressif, de ridicule, de grotesque, comme on voit ce qui nous vient des États-Unis, avec ce puritanisme idiot qui fait de la femme une enfant éternelle, une pleureuse. Bon, voilà, non, pas du tout, au contraire. Moi, je pense que la femme, qui est l'égale de l'homme, évidemment, ça va de soi, parfois une supérieure. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais parler de 4 résistantes. Greta, Mila, Laurence et Elisa. Je vais vous expliquer, n'est-ce pas? Greta Thunberg. Alors, Greta Thunberg a 16 ans. 17 ans peut-être maintenant, parce que le temps passe pour tout le monde. Cette petite Suédoise a eu plusieurs mérites. D'abord, elle porte la voix dans sa génération des scientifiques du GIEC qui nous alertent sur les problèmes du climat, de la mort de la biodiversité, des problèmes de la planète. C'est aussi un excellent révélateur chimique des vieux grincheux, grognons et très anthropocentriques et très soumis à ce que l'homme fait, puisque de toute façon tout est fatal et que Dieu a tout réglementé et que donc on n'a aucun souci à se faire pour la planète, on peut la polluer, la détruire, l'empoisonner. De toute façon, il y a une force supérieure qui remédiera à tout ça. La création, ça a été faite pour l'homme, n'est-ce pas? Bon, ça, c'est ce que pensent notamment les débiles américains, certains débiles américains. Et Greta Thunberg a l'immense mérite de secouer les cocotiers. Elle a aussi un excellent mérite, c'est d'être un révélateur du racisme qu'est l'agisme. Pour certains grincheux, quand vous n'avez pas 25 ans, vous n'avez pas le droit de vous exprimer, vous devez biberonner à ce que les adultes radotent. Et à partir de 65 ans, vous devez vous taire parce que là, vous devez aller cuver votre Alzheimer. Ça, c'est un racisme agiste que nous observons dans notre société. Eh bien non, Greta Thunberg, elle ne fait pas que se limer les ongles, elle ne fait pas que s'occuper de sa petite personne, elle s'occupe de la santé de la planète, elle milite, et bravo à elle de le faire. Sur la forme, chacun peut émettre des critiques. La forme, ça, c'est une question qui est intimement personnelle et chacun joue de ce qu'il peut dans ce qu'il est. Autre jeune fille qui fait parler d'elle, c'est Mila. Alors Mila est française, elle habiterait, d'après ce que je lis dans la presse, la région de l'Isère, et répondant à un garçon qui l'a harcelé un petit peu, elle l'a insulté et aurait insulté sa religion, à savoir l'islam. Aussitôt, menacée de mort sur les réseaux sociaux, exclue de son lycée parce qu'on avait peur évidemment des terroristes. J'allais dire, c'est absolument lamentable de voir cette situation. Comment? Les gens ont peur à ce point-là? Il y a une mentalité aussi pétainiste encore chez nous, de gens qui se couchent devant l'adversité. Quand des terroristes menacent de tuer d'autres personnes parce que les gens pensent mal, tout le monde devrait s'unir pour défendre la victime de ces menaces, quelle que soit l'origine de ces menaces. Tout doit être soumis à la libre critique. On doit pouvoir critiquer les idéologies politiques, de gauche, de droite, le socialisme, le communisme, le libéralisme économique, le monarchisme, le racisme, toutes les idéologies, y compris les idéologies religieuses, doivent être soumises à la libre critique. Les gens sont libres d'adhérer à une pensée quelconque, libres d'épouser une conviction morale, philosophique, religieuse, politique. Ça fait partie des libertés fondamentales que reconnaît d'ailleurs le droit européen, l'article 9 de la déclaration de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'article 9 nous dit que toute personne a la liberté de penser, ce qui implique la liberté d'accomplir les rites et les pratiques de son choix. Mais
lorsqu'une idéologie prétend imposer le respect par la terreur, l'unité de tous les hommes libres doit se faire pour défendre la liberté de penser. Or, par inclination, par faiblesse, par lâcheté, il y a des gens qui disent « faut pas chatouiller le tigre qui dort ». Si certains sont nazis, gardons-nous bien de les contrarier parce qu'ils sont puissants, ils pourraient nous faire la guerre. Donc inclinons-nous devant Hitler, devant Staline, devant Mao. Et ils l'ont fait. Oh, combien d'intellectuels! Je me souviens de 1968 que j'ai vécu. Et en 1968, eh bien, je n'étais pas dans le cortège de ceux qui célébraient Mao Tse-tung et ses homologues. J'avais compris que le fascisme rouge est un fascisme, qu'il y avait des camps, qu'on exterminait des millions d'opposants en Chine, comme en Union soviétique. Je le disais à l'époque. Je le disais. Et quant à faire, je préférais De Gaulle à Mao. Parce que la liberté, c'est fondamental, voyez-vous. Eh bien, face au terrorisme islamique auquel nous assistons maintenant, celui qui a assassiné mes amis de Charlie Hebdo, car je suis Charlie, oui, ce terrorisme-là doit être combattu. Et pas de faiblesse de la part des intellectuels français. Je souhaiterais qu'il y ait un positionnement très clair par rapport à cela. Non, on ne doit pas s'incliner devant le terrorisme. Non, on ne doit pas se soumettre. Michel Houellebecq a sorti un livre, c'était en janvier 2015, d'ailleurs ça a coïncidé avec l'assassinat de Cabu, de Charb, de Bernard Maris et de toute l'équipe de Charlie Hebdo. Ce livre s'appelle Soumission. Alors vous l'avez sans doute lu, mais pour ceux qui ne l'ont pas lu, et en quelques mots, c'est l'histoire d'un universitaire français, professeur de lettres, qui assiste à l'élection présidentielle de 2022, qui oppose Marine Le Pen à un candidat islamique. Et après de multiples affrontements et incidents, le candidat islamique est élu et progressivement, la France se couche. La France fait ce qu'elle a fait en juin 40. Elle accepte, bon an, mal an, l'islamisation. Et l'universitaire, qui au début était exclu de l'université puisqu'il n'était pas musulman, se voit faire des propositions, y compris d'ailleurs de polygamie. On lui offre 4 femmes s'il accepte de se soumettre à la religion d'État, ce qu'il finit par faire. Bon, je ne pense pas que Michel Houellebecq ait prôné la soumission. Il en a plutôt dénoncé, caricaturé les tares. Eh bien, nous sommes des insoumis. Face à l'islamisation, nous sommes des insoumis. Entendons-nous bien, il faut respecter la liberté de ceux qui choisissent la religion islamique. Pourquoi pas? C'est leur choix à eux, à une condition et une seule, qu'ils acceptent la libre critique de l'idéologie, la lecture historique des textes, la confrontation avec le réel, la confrontation avec la raison. Mais il y a là la montée d'un fascisme qui me paraît inquiétant, et je déplore que mes amis de gauche, certains d'entre eux en tout cas, fassent preuve d'une certaine faiblesse, pour ne pas dire d'une certaine lâcheté, au nom du respect dû aux damnés de la terre. C'est débile, et c'est d'une certaine façon, je leur dis, raciste, parce que c'est nier à certaines populations le droit que nous nous reconnaissons à nous de nous émanciper des dogmes, des mythes, des croyances, des traditions, de ce qui vient du passé lointain, comme si certains étaient condamnés à croupir dans des idéologies farfelues. Bon, Mila était courageuse en résistant et en disant ce qu'elle a dit. Laurence. Ah, de quelle Laurence vais-je parler? Eh bien, c'est d'une dame qui, a priori, se trouve dans un camp opposé au mien. C'est Laurence Parisot. Ah oui, oui, oui. L'ancienne présidente du MEDEF, une ancienne responsable du MEDEF, une grande patronne, une femme riche, qui appartient à l'oligarchie, mais qui s'en distingue et qui s'en est distinguée à plusieurs reprises. Elle l'a fait tout d'abord
en défendant la cause animale, ce qui n'est pas trop courant dans ces cercles de gens dégénérescents sur le plan éthique. Elle s'oppose à la corrida et à la chasse à courre. Très bien. Mais, parce que tout se tient, elle défend aussi un certain humanisme. Ces jours-ci, la droite parlementaire s'est révélée telle qu'elle est, c'est-à-dire sadomaso, c'est-à-dire cruelle, c'était inhumaine, c'est-à-dire dogmatique face au marché. De quoi s'agissait-il? Quelque chose de très marginal au fond, et très symbolique. Il y a à peu près 3 ou 4 000 familles qui chaque année perdent un enfant en bas âge. Alors la question s'était posée, devant l'Assemblée nationale, de savoir s'il fallait donner aux parents, dont un enfant décède, 5 jours de congé ou 12 jours. Vous voyez que la question n'est pas très économique. Pourquoi? Parce que 3 000, 4 000 familles, c'est bien peu de choses au niveau de la charge sociale. Mais, passer de 5 à 12 jours, ça a effrayé les gens de la République en marche et du Parti républicain français, qui vaut bien les républicains américains par leur côté beauf, nocif, archaïque et sadomaso. Donc ces gens-là ont dit, mais ça va ruiner les entreprises, nos chères entreprises, alors que l'on sait que les profits du CAC 40 et des actionnaires explosent, vont croissant, en même temps que les 15% de Français les moins riches s'appauvrissent d'année en année. Eh bien, la République en marche et les républicains, sur la secte libérale, les bébés Thatcher, ont refusé l'extension à 12 jours du congé donné aux parents qui perdent un enfant en bas âge. Et Madame Parizeau, une fois de plus, s'est illustrée de manière éclairée, généreuse, intelligente, en disant « mais ce n'est pas humain, et elle a pris position, courageusement, contre cette mesure. Alors, le pouvoir s'est quand même rendu compte du côté un petit peu abject et ridicule de cette mesure, parce que finalement ça ne va pas coûter grand-chose, et puis je suis persuadé que la secte libérale s'arrangera à faire supporter par la collectivité et non par l'entreprise les 12 jours de congé qui seraient alloués à un père ou à une mère qui perdent un enfant. Merci Madame Parizeau de prouver que dans tous les milieux, on peut avoir des gens éclairés, intelligents, généreux. Très bien. Autre femme à laquelle je pense, c'est Elisa Pilarski. Alors Elisa Pilarski était une jeune femme qui est morte il y a à peu près 2 mois et demi, 3 mois, dans une forêt de l'Oise. Elle promenait innocemment son chien, avec lequel sans doute elle avait un lien d'affection, d'après ce que j'ai cru comprendre, je ne la connaissais naturellement pas. Et elle a appelé son compagnon en disant « je suis attaquée par des chiens ». Son compagnon s'est rendu sur place, aurait croisé une meute de chasse à courre et quelques veneurs qui étaient dans le coin. Malheureusement, cette femme a été dévorée par les chiens, elle est morte. Et le chien avec lequel elle se promenait, qui est sûrement un chien de grande taille, d'après ce que j'ai cru comprendre, était lui-même blessé, avait été mordu. Alors, tout de suite, évidemment, les veneurs et leurs relais dans la presse, dans tous les secteurs de l'État, ont dit les écolos vont s'emparer de cela pour dénoncer la chasse à courre, qui est bien sûr pour rien, naturellement. Ça doit être son chien qui l'a attaqué, ou peut-être un autre promeneur qui avait des chiens, mais surtout pas les veneurs. Bon, alors, moi je vais vous dire une chose, là sur le plan technique. Je suis quelqu'un qui aime s'attacher aux faits, et je ne porte jamais d'accusations infondées, même si évidemment mes sentiments, qui sont ce qu'ils sont et que je ne dissimule pas, je dis toujours de là où je parle évidemment du côté des opposants farouches à la chasse, mais je ne vais pas accuser, parce que je suis opposant à la chasse,
des chasseurs d'avoir fait quelque chose s'ils ne l'ont pas fait. Donc, la mort de cette jeune femme, cette mort tragique, cruelle, cruelle pour elle-même qui a souffert, cruelle pour ceux qui l'aiment, pour son compagnon, pour sa famille, bon, à qui l'imputer? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que, à notre époque, avec la police scientifique telle que je la connais, un petit peu, ne serait-ce que professionnellement, on peut déterminer, d'une manière certaine, d'une manière aisée, d'une manière fiable, si cette femme est morte victime de plusieurs chiens ou d'un chien, et de quel type de chien elle est morte. Évidemment, on ne va pas retrouver le ou les chiens qui l'ont mordu. On n'en retrouvera pas, parce que vous savez, il n'y a pas un fichier ADN des chiens. Et les chiens n'ont pas une identité avec une déclaration de naissance et une déclaration de décès. Donc un chien, ça peut disparaître. Et les auteurs de cet homicide ont pu, que ce soit des promeneurs, des chasseurs, ont pu faire disparaître aisément les chiens coupables de ces morsures. Mais ce que les autorités peuvent savoir et doivent savoir, c'est si Elisa est décédée du fait d'une attaque d'un ou deux chiens, ou de 5, 10 ou 15 chiens, et de quel type de chien il s'agit. Quoi? Ce sont des tervurennes, des rottweilers, des malinois, des bergers allemands, etc. Ou des chiens de chasse à courre. Ça peut être aisément déterminé, tout simplement par les relevés ADN, par les traces de morsures, par tout ce que l'on retrouve et que maintenant la police scientifique, sur un fait divers comme celui-là, peut exploiter très 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 aisément. Alors qu'on nous le dise, parce que si elle est morte victime de chiens dits d'attaque, ou de staff, ou de ce type de chien, la chasse à courre est innocentée. Si évidemment elle est morte victime de nombreuses morsures de chiens de meute et de meute de chiens de chasse, évidemment la vénerie est coupable. Je ne dis pas tel ou tel individu, mais la vénerie est coupable, et ceux qui la couvrent encore plus, et ceux qui en France s'opposent à son abolition, portent une immense responsabilité morale et peut-être même juridique dans cette affaire-là, en laissant perdurer des activités qui sont des activités dangereuses, cruelles, que la population rejette et que la démocratie rejette. Alors, vous voyez, Greta Thunberg, ces femmes que je viens de citer, Mila, Laurence et Elisa, nous font honneur quelque part. Et nous devons leur adresser notre respect, notre salut. Ça fait partie des résistants de notre époque. Et ces résistants, eh bien, nous les aimons. Parce que nous aimons les résistants de toutes les époques. Alors certains vont me dire, oui, vous célébrez les résistances, vous célébrez les révolutions, mais ceci, mais cela. Les résistances sont violentes, les révolutions sont violentes, et j'observe que certains penseurs, certains intellectuels de notre temps, pour même échapper à la nécessité de la révolution qui vient, invoquent les horreurs des révolutions passées. C'est faire de l'Uchronie. C'est-à-dire que quand j'entends des gens qui nous disent « Ah, mais Robespierre, c'est épouvantable, c'est la guillotine », j'en souris. Ces gens-là, ces intellectuels-là, s'ils avaient vécu en 1792, s'ils avaient été élus députés à la Convention en septembre 1792, où auraient-ils siégé? Qu'auraient-ils fait en juin 40? C'est facile de réécrire l'histoire et de dire aujourd'hui en 2020 je pense ceci, je pense cela. Donc, j'aurais voté contre la mort du roi. Moi, j'aurais été ceci ou j'aurais été cela. Absurde. Pourquoi? Bien sûr que l'homme que je suis. Si je rencontrais Condorcet, Brissot, Vergniaud, Robespierre, Danton, Saint-Just, je leur dirais « Mes camarades, mais arrêtez de vous auto-massacrer. L'histoire, dans quelques années, va faire que votre République va basculer dans une dictature dans l'Empire et va ramener la Restauration dans 20 ans. Mais moi je le sais, 2 siècles après. Qu'aurais-je su en septembre 1792 et qu'aurais-je dit? Alors, amis intellectuels qui refaites l'histoire,
qui vous vivez du côté de Charlotte Corday, ou du côté de Marat, ou du côté de Robespierre, ayez l'humilité de vous dire que si vous aviez vécu à cette période-là, vous n'auriez pas su, vous non plus, la suite des événements et pris dans le feu de l'événement de l'époque, de l'action, des guerres du temps, des guerres civiles. J'ignore ce que vous auriez dit, et moi, qui suis un adversaire farouche de la peine de mort, j'ai aussi cette humilité de dire que je ne sais pas ce que j'aurais fait en ce temps-là. Voilà, amis résistants, on continue. Merci de votre fidélité. Merci de diffuser nos chroniques, parce que c'est en se faisant connaître que l'on gagne la bataille des idées. C'est la seule que je mène maintenant. Je crois qu'elle est essentielle pour défendre l'arbre, l'animal et l'homme. À bientôt.